Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Acteurs de la science. Fondé par Richard Moreau, professeur honoraire à l'Université de Paris 12. Dirigé par Claude Brzezinski et Roger Tessou. La collection Acteurs de la science est consacrée à des études sur les acteurs de l'épopée scientifique moderne, à des inédits et à des réimpressions de mémoires scientifiques anciens, à des textes consacrés en leur temps à de grands savants par leurs pairs, à des évaluations sur les découvertes les plus marquantes et la pratique de la science. Dernière parution. Frédéric Tournier, Une vie à chercher, 2020. Robert Loqueneux, Les commencements du monde, de Moïse à Buffon, 2020. Alain Marmonnier, Le docteur Melchior Marmonnier, 1813 à 1891. Vie et œuvre du promoteur de la transfusion sanguine en Grésivaudan, 2020. Claudio Grimaldi, Les éloges de Fontenelle. La création du discours sur la science, 2020. Benoît Linel, Le docteur Vitalien. Le médecin de Ménélique II, 2020. Joël Markovitch, L'embryon, Mémoire de l'humanité, 2020. Christiane Villain, Où va la physique ? De la physique mécaniste à quelques élaborations contemporaines, 2019. Vincent Laforge, La chair et le plomb, 2019. Jean-Yves de la CAFFINIERE, Robert Merle d'Aubigné, chirurgien bâtisseur, 1900 à 1989, 2019. Roger Tessou, Théodore Tronchin et la grande aventure de l'inoculation de la variole, 2019. Sofiane Bouhdiba, Le côté obscur de la médecine. Mauvais médecin et médecin mauvais, de l'Antiquité à nos jours, 2019. Daniel Bois, L'information aux sources de la science, 2019. Alexandru Marinescu, Le voyage de la Belgica, premier hivernage dans les glaces antarctiques, 2019. Frank Canorel, Contribution à l'histoire sociale des poisons. Le Ginger Jake, 2018. Thitnar Hassan, Les mots de la pharmacie, Une histoire linguistique de la pharmacie, 2018. Roger Tessou, Nouveau dictionnaire mémorable des remèdes d'autrefois, 2018. Jean-Paul Walch, Naissance de la chimie, 2018. Amic, Le temps, une approche interdisciplinaire, 2018. Jean-Louis Millot, Le discret pouvoir des odeurs, 2018. Exergue. Nous sommes 6 milliards de bipèdes. À tenir miraculeusement debout. Sur de fragiles petits pieds. Sur une boule de magma en fusion. Un véritable numéro de cirque. Professeur Coron. Je suis François dont il me poise. Né de Paris en pré-pontoise. Et de la corde d'une toise. Saura mon col que mon cul poise. François Villon. L'être qui se meut lui-même est donc le seul qui ne perde jamais son mouvement, parce qu'il ne se manque jamais à lui-même. Cicéron. Les équations d'équilibre d'un solide ne sont qu'un cas particulier des équations générales de la dynamique. Henri Poincaré. Soyez un spécialiste de tout. Boris Vian. Couverture, L'équilibre de la nature, d'Alain Chouanet. Tout droit réservé. Enroulement cosmique du nombre et de l'infime au point d'impact des fulgurantes extensions. Car s'agrègent au terme d'un long vertige, ces primordiales particules envolées d'astres vifs, semant d'empreintes allusives toute une vasque mauve sous l'orgasme. Mutation tragique des énergies au sigle du cosmos. Monde matériel aux jonctions de l'immatériel, évidence de l'antimatière. Les contingences l'arbitraire se saisit, mais les fluctuations demeurent où le multiple s'organise. Et l'équilibre n'est point chose première. Et l'équilibre n'est point recherche de causalité, mais synergie cruciale des champs de force au hasard, livrant de transitoires solutions au dynamisme de l'énigme. Au accent circonflexe. Polarité des forces en présence. De suzeraines partitions libellent au limbe des novés l'âpre géométrie des audaces primaires. Et s'isolent, chargés des signes achroniques les marches du zodiaque, livrant leur féconde spirale au dessein des prophètes. Maurice Le Turget. Genèse des systèmes cosmiques. Extrait du chant I du livre. Genèse suivie de présence. Editions des poètes français Paris, 2000. Avant-propos.
L'Académie méditerranéenne interdisciplinaire des connaissances, AMIC, https://amic-nice.org, a tout d'abord été fondée en 2000 en filiation directe de l'Académie européenne interdisciplinaire des sciences, AEIS, société savante, loi de 1901, créée à Paris en 1972 avec pour but la recherche, la diffusion et la formation dans tous les domaines de la science. Ses membres appartenaient dès l'origine à l'enseignement universitaire et académique national et azuréen, ainsi qu'aux unités de recherche et de développement de sociétés internationales d'informatique, d'électronique et de télécommunications dont l'implantation locale a été précoce, les laboratoires d'IBM Corporation et Texas Instruments dès 1960, ainsi que la technopole de Sophia Antipolis initiée en 1969. Par la suite, le développement rapide de l'Université Côte d'Azur notamment en mathématiques, physique et astrophysique, en géologie, en informatique, en médecine, en sciences humaines et sociales, en droit et en économie ainsi qu'en formation complémentaire et continue avec le Conservatoire national des arts et métiers et le Centre international de formation européenne, a conduit ses membres à davantage orienter l'Académie vers une plus large interdisciplinarité de ses travaux. C'est ce qui a conduit à la rebaptiser en 2013. L'AMIC a poursuivi les activités antérieures, notamment les conférences publiques qui réunissent chaque mois plus d'une centaine de personnes dans l'amphithéâtre de la bibliothèque municipale Louis Nucera de Nice. Elle a renforcé la volonté de ses membres d'enrichir mutuellement leurs connaissances par le partage des points de vue disciplinaires sur leurs travaux. Ainsi a-t-elle l'ambition de recevoir en son sein toute discipline des sciences de la nature, à la littérature et la poésie. Lors des séances mensuelles de l'Académie, ce louable mélange d'expertise leur permet de donner aux sujets qu'ils discutent et approfondissent des éclairages multiples et transverses. Ces derniers ont le mérite de donner à l'objet de leurs études un relief mieux creusé et donc une vision pluridimensionnelle, aujourd'hui indispensable. Ainsi, la compréhension s'enrichit-elle en se reconnaissant dans un ensemble complexe d'approches mais aussi de controverses, vers une même cible par différents chemins, ad augusta per angusta. Se sont transposées à la connaissance les innombrables tentatives de chercheurs qui, depuis la naissance de la photographie et du principe de la stroboscopie, s'emploient à saisir un objet sous différents angles afin de lui donner du relief. Ce sont aussi bien Pablo Picasso et d'autres peintres cubistes, stylisant sur la toile, des parties du visage de leur modèle, vues de face associées à d'autres vues de profil pour tenter de mieux en exprimer la réalité. Reflet des communications sur la thématique du temps, au cours d'une vingtaine de séances académiques, un premier ouvrage collectif intitulé Le Temps, une approche interdisciplinaire a été publié en 2018 aux éditions Harmattan, collection Acteurs de la science. C'est dans cette dynamique que les membres de l'Académie, dès ce premier travail achevé, forts de l'expérience acquise et animés d'un esprit plus attentif encore à la diversité des regards disciplinaires, se sont donnés pour objectif, de 2019 à 2020, de franchir davantage encore ce qui souvent se présente aux chercheurs comme des frontières disciplinaires pour approcher un nouvel objet riche en réflexion, à savoir l'équilibre. Introduction. Le QUILIBRE dans SADIVERSITE. La notion d'équilibre est mobilisée dans de nombreuses disciplines telles que les sciences de la nature, les sciences humaines et sociales, les sciences médicales, etc. Ce qui lui confère un large spectre sémantique car le sens est propre à chaque domaine d'usage. L'équilibre est donc un objet privilégié pour une analyse interdisciplinaire comme celle initiée à l'Académie méditerranéenne interdisciplinaire des connaissances. L'ensemble demande toutefois une attention éveillée aux difficultés de compréhension dans les échanges entre des académiciens de formation et d'expérience éloignés. Les différents chapitres du présent ouvrage en témoignent et mettent en relief la polysémie de la notion d'équilibre qui porte à la fois sur les normes des systèmes physiques et sur les caractéristiques des systèmes complexes en sciences humaines et sociales. Aussi cet ouvrage se déploie-t-il en deux temps. Tout d'abord, une réflexion individuelle des membres de l'Académie qui explore l'équilibre à la fois dans leur perception personnelle et dans le cadre d'usage de leur domaine de compétences. 14 chapitres permettront aux lecteurs d'approcher et de partager leurs particularités. Dans un second temps, l'Académie a tenté par une appréhension interdisciplinaire de trouver la signification générique, humaine et objective,
que revêt dans ces pages la notion d'équilibre. Cette tentative mène modestement vers une acception interdisciplinaire d'un sujet plus vaste qu'imaginé au préalable, et contribue à en entendre l'universalité. Au fil des contributions, le lecteur remarquera que les pratiques d'usage du substantif équilibre dans les systèmes physiques, les organisations biologiques et ou sociales, traduisent des modalités spécifiques d'un état qui confère aux entités décrites non seulement des caractéristiques de stabilité, mais aussi une potentialité d'évolution face à des perturbations dans un futur prévisible ou non. Notre démarche d'assemblage dialogique entre les disciplines représentées s'inscrit dans le mécanisme de la compréhension humaine qui mémorise des ontologies reliées aux structures naturelles des choses. La mathématique est un exemple de représentation abstraite et théorique de la réalité, largement utilisée par les sciences physiques. Le risque encouru par des analogies qui donnent à l'équilibre un caractère universel à certaines représentations peut parfois nuire à la pertinence des connaissances. La représentation de l'atome comme un système planétaire cher à Ernest Rutherford, 1871 à 1937, en est un exemple célèbre qui obère la compréhension de la position statistique des composants à l'échelle quantique. L'usage de la notion d'équilibre dans une acception générale hors du domaine des sciences semble répondre à un besoin idéologique de représentation du monde, lié à la nature humaine, à sa culture et à son époque. L'équilibre désignerait dès lors une sorte d'état idéal, imaginaire forgé par une faculté naturelle qui aspire à percevoir les choses du monde dans un aspect salvateur et apaisant. C'est à travers cet idéal que les dimensions individuelles et collectives des connaissances se dialectisent pour que s'accomplisse le processus d'appropriation et d'individuation psychique, comme une lente approche d'équilibration entre les contraires, entre l'ordre et le désordre. La méthode interdisciplinaire de notre académie amorce de la sorte une recherche équilibrée, pour esquisser une autre voie vers l'unité de l'homme connaissant. Science et philosophie, y compris sociologie et politique, ont été intimes à l'Académie de Platon et sont restés longtemps unis dans leur formation et leurs principes. L'une et l'autre se développaient en même temps avec les mêmes savants. L'amplification des sciences après la révolution copernicienne a vu s'affirmer l'homme encyclopédique des Lumières. Mais aujourd'hui, cette fluidité entre philosophie, sciences humaines et sciences de la nature n'est parfois qu'apparente voire mal comprise, au point même que l'on pourrait parler de divorce. D'une part, la spécialisation dans des domaines scientifiques éparpillés précontraint la réflexion d'ensemble du monde scientifique. D'autre part, la complexité de chacun des cadres théoriques, atteinte dans tous les domaines, place l'homme moderne, systémicien de vocation, devant une prodigieuse montagne de connaissances à embrasser pour entreprendre sa propre réflexion. Erwin Schrödinger insiste sur le fait que la connaissance isolée dans le champ étroit de son domaine disciplinaire n'a de valeur que dans son enrichissement, dans un contexte plus large qui le relie à l'ensemble de la connaissance, et cela, seulement dans la mesure où elle contribue réellement à répondre à la question du « Qui sommes-nous ?». Pour satisfaire la quête d'une définition générique de la notion d'équilibre, il est nécessaire d'adopter une méthodologie fondée sur un mode de réflexion ascendante du particulier au général, qui doit éviter l'imprudence du novice qui s'aviserait de démonter une montre sans avoir noté les principes et mécanismes de fonctionnement de chaque pièce, et qui se retrouverait bien embarrassé devant la multitude de pièces à réassembler. La prise en compte des principes et des lois fondamentales de l'univers sera le fil rouge de la méthode. Dès le commencement de l'univers, la sphéricité, besoin de limites, la bipolarité, notion de dualité, et la symétrie, gage d'ordre et de beauté, impriment leur marque dans la manifestation par des lois fondamentales qui s'appliquent quel que soit le niveau structurel de réalisation, naturel ou humainement artificiel. L'état d'équilibre est une conséquence de la loi fondamentale d'action-réaction. En se servant du principe hermétique d'analogie selon lequel tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, il apparaît que l'équilibre caractérise un état naturel ou artificiel obligatoirement transitoire dans un univers évolutif qui s'établit lorsque deux forces antagonistes opposées s'affrontent en s'annihilant. Un tel état passager obéit aux trois conditions de dualité, d'opposition et d'égalité qu'illustrent les exemples suivants. Dualité oppositionnelle. Une force unique comme le vent va de l'avant tant qu'elle ne se heurte pas à un obstacle.
À son action s'oppose alors une force statique ou dynamique avec pour conséquence inexorable, bien que parfois lente à se manifester, l'érosion éolienne de l'obstacle en question. Égalité. Sur son filin, l'équilibriste se maintient à condition que les deux bras de son balancier soient rigoureusement égaux. Équilibre en marche. L'immobilité est le résultat de l'équilibre et il faut qu'une troisième force intervienne pour le rompre ou le déplacer. Ce que fait l'équilibriste en marchant sur le fil. Phénomène universel. L'équilibre est donc susceptible d'exister dans tous les domaines, par exemple. En politique, la menace atomique n'a-t-elle pas permis aux Soviétiques et à l'Occident de maintenir un équilibre de la terreur jusqu'en 1991, en limitant ainsi les conflits à des escarmouches locales? En économie, les comptables n'établissent-ils pas des bilans périodiques pour s'assurer du bon fonctionnement d'une entreprise? Bilan financier en équilibre si les ressources compensent les dépenses ou d'un pays dont la balance commerciale est en équilibre sain si les exportations égalent les importations. En physiologie humaine, un sain équilibre ne résulte-t-il pas de ce que Carl Gustav Jung, 1875 à 1961, appelle l'anima féminin interne s'opposant à l'animus masculin externe et vice-versa? Quand les conditions de l'équilibre ne sont pas remplies, on glisse insensiblement vers, ou on tombe vite dans la démesure, l'hubris, la pensée unique fatigante et exaspérante et dans l'immonde uniformité dénoncée par le philosophe Jean-François Mattei, 1941 à 2014. Le caractère précaire de l'équilibre rappelle que la force est le moteur de l'univers. Il est donc possible de comparer l'état d'équilibre momentané obtenu, en contrecarrant une force en action, à un arrêt sur image au cours du déroulement d'un film. Un déroulement allant pour nos contributeurs, en leur discipline et qualité, des perceptions singulières à une acception plus universelle. Aussi les 14 chapitres qui suivent sont le fruit de réflexions individuelles et éparses librement choisies par les sociétaires de l'AMIC autour du thème de l'équilibre, présentés et discutés à la suite collectivement en séance avant rédaction. Le dernier chapitre veut montrer que l'interdisciplinarité reste une épreuve, face à une hyperspécialisation disciplinaire d'un savoir pourtant commun et collectif dont nous sentons bien ne détenir qu'un fragment. Quel chercheur dans quelle discipline pourrait du reste, aujourd'hui, se targuer de détenir une connaissance souhaitable et suffisante pour saisir toutes les facettes d'un phénomène naturel, physique ou social? Autre temps aujourd'hui que celui où vivait et professait Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646 à 1716, souvent présenté comme tour à tour ou dans le même temps philosophe, théologien, juriste, physicien, mathématicien, historien et bibliothécaire. Autre temps pas si lointain pourtant, depuis lequel la spécialisation s'est amplifiée de manière phénoménale, distendant plus encore le lien interdisciplinaire de nos académiciens de l'Antiquité hellénique. Ainsi l'équilibre devient-il après le temps un mot de passe, tel un relais passé d'un chapitre à l'autre, un mot de passe d'une discipline à l'autre, d'une perception à l'autre. Dans la composition de chacun et de l'ensemble, se retrouve une ambition résolue de transmission et d'ouverture. Le fil rouge reliant les chapitres est donc à l'image qui illustre la couverture du présent ouvrage, ondulant dans la continuité et la diversité. Le QUILIBRE, perception et UNIVERSALITE. Le ton est donné avec Claude Valsadieu, pour qui l'impression d'équilibre ne tient qu'à un état précaire, une sorte d'arrêt sur image pendant un phénomène évolutif. L'univers où il se déroule est dynamique, en mouvement vers un état final aussi inconnu que celui de ses débuts. Pris dans ce mouvement perpétuel du tout, la partie ne conserve son identité qu'à l'abri d'une enceinte protectrice semi-perméable équilibrante, lieu d'affrontement de deux ensembles actifs opposés bien que complémentaires, l'individu et le milieu. Pharaon comme les anciens Grecs le savaient en révérant respectivement Maat et Thémis, la déesse de l'équilibre et de l'harmonie. Car l'hubris conduit à l'incontrôlable réaction en chaîne. Et quand il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. En géologie, cette impression d'arrêt sur image a longtemps voilé la continuité et l'extrême lenteur des phénomènes géologiques, la figeant sur ce que l'on constate au temps présent. Sauf quand des événements inattendus tels que le volcanisme explosif dévastateur, le tsunami ou le tremblement de terre violent, rappellent que l'équilibre et la stabilité sur Terre ne sont que passagers et dépendent du bon vouloir de Maat alias Thémis.
François Demare conjugue ensuite posture physique, équilibre et qualité de vie. En effet, l'équilibre orthostatique qui comprend cette aptitude au maintien d'une posture stable et la locomotion bipédique qui permet l'action de marcher, sont tous deux l'objet d'une régulation fine et permanente. Ne sont-ils pas de la sorte, l'essence même de notre condition d'être humain ? La perception de la position du corps et de ses mouvements repose sur des afférences proprioceptives et sensorielles, vision et vestibule au sein de l'oreille interne, analysée au niveau du système nerveux central et source, en retour, au niveau de l'appareil musculo-squelettique d'un comportement moteur adapté et complexe. L'impact du vieillissement sur l'altération de cette chaîne, le déclin cognitif notamment, explique l'augmentation linéaire du risque de chute avec l'avancée en âge. Aussi la prise en compte de mesures préventives pour ces dernières est-elle devenue un véritable enjeu de santé publique. De la position du corps aux dispositions d'une conscience de soi, c'est le mouvement que nous propose Guy Darcourt. Il explique que le psychisme humain dispose de mécanismes inconscients qui maintiennent son équilibre affectif. Mais de quel équilibre s'agit-il in fine ? Ce n'est pas la santé mentale, mais le confort psychique. Certes, chez un sujet sain, ces mécanismes lui permettant de ne pas être débordé par ses émotions, participent de sa santé mentale, mais en cas de fonctionnement psychique pathologique, ces mécanismes ne contribuent qu'à supprimer l'angoisse et non à contrôler les troubles. Ils peuvent même les aggraver. C'est en poète que Maurice Le Turget apporte sa contribution à notre réflexion. Dans un premier temps, il fait référence au poème qu'il écrivit en 1963, Genèse des systèmes cosmiques, où l'équilibre est présenté comme des synergies cruciales des champs de force au hasard, livrant de transitoires solutions au dynamisme de l'énigme. Dans un second temps, et c'est un passage aussi stimulant que nécessaire, il expose et explicite les trois références sous l'appellation équilibre, dans le dictionnaire des citations françaises du XIe au XXe siècle qui en comprend 16 525, Grand Robert, et par ailleurs sous celui des citations du monde selon l'expression d'Alain Ray qui en comprend 7026 où il n'en relève qu'une pour notre objet. Chaque famille de près ou de loin, à un moment ou à un autre, est confrontée à la maladie cancéreuse. Jean-Pierre Gérard applique son art au remède contre ce fléau universel et pour lui comme pour ses familles, l'idée d'une mort possible voire inéluctable, souvent dans la douleur, participe au vécu tragique du cancer. Le cancer est un déséquilibre qui vient rompre un renouvellement harmonieux, équilibré, de nos cellules. La vie conduit inéluctablement à cette rupture ultime de notre homéostasie, équilibrante que représente la mort. Dans notre combat prométhéen contre celle-ci, il faut peut-être choisir l'adaptation darwinienne plutôt que le silence de la balance immobile. La voie confucéenne du juste milieu évoque la quête d'un équilibre harmonieux, mais le rêve occidental de progrès nous pousse à poursuivre le combat contre la maladie et à continuer à gravir les sommets. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Vincent Meyer, quant à lui, a choisi de faire parler le paléontologue et philosophe Pierre Teilhard de Chardin, 1881-1955, et livre sa compréhension de l'œuvre de cet immense penseur de l'évolution humaine passée, présente et future sur les questions d'équilibre en trois plans. Le premier questionne l'avantage in fine dans l'évolution humaine à trouver un équilibre mécanique, général et ou final. Le deuxième revient sur la notion centrale d'entropie qui, outre la lutte permanente qu'elle nous impose, serait un jour encore lointain certes, doublée et équilibrée par la marée montante d'une nougénèse. Le troisième plan suivra le lien que Pierre Teilhard de Chardin situe entre un équilibre de morale et un équilibre de mouvement, ceci dans cette agrégation persistante d'individus biologiquement voisins en population interféconde. Richard Beau propose pour sa part une contribution philosophique originale qui nous interpelle et invite aux relectures et à la méditation. Sa réflexion est imprégnée d'une connaissance historique et actuelle des cultures du Proche-Orient. Nourrie par des fouilles archéologiques en Égypte et par des traductions de textes hiéroglyphiques, enrichie par ses séjours prolongés à l'école biblique de Jérusalem, et édifiée avec son enseignement de la philosophie et de la théologie. Comme on le découvre, le thème de l'équilibre l'a orienté vers une étude serrée de quelques textes bibliques autour du terme « résurrection », qui, habituellement rapporté au vocabulaire religieux, appartient aussi au domaine philosophique. En ce sens, le mot « résurrection » exprime l'équilibre entre deux philosophies opposées, réincarnation-réanimation et anéantissement et néantisation,
qui apparaissent également insatisfaisantes. De ce fait, le mot résurrection n'a pas pour but de décrire objectivement l'état du défunt après sa mort. Il exprime la conviction subjective, sur la base de la postulation d'un Dieu, que la vie de l'homme ne s'arrête pas à sa mort, que l'être humain dans sa mort est mis debout, qu'il est éveillé. Tel est le sens des expressions « il est ressuscité » ou « il est vivant ». C'est maintenant dans le domaine scientifique que Pierre Bourgeot explore la notion d'équilibre de manière extensive. Il le fait en opposant cette notion à celle de déséquilibre et de chaos, dans un dialogue fécond. À l'instar de la symbolique du yin et du yang, il y a du déséquilibre dans l'équilibre, de la désorganisation dans l'organisation, du chaos dans l'ordre. Les évolutions de la pensée scientifique, du déterminé à l'imprévisible puis au probable, entraînent la rupture de la chaîne causale. La réalité ne serait qu'une transition de phase, un état d'équilibre entre deux forces antagonistes, l'une provoquant la disjonction pour briser l'homogène et l'autre cherchant la conjonction pour assembler les parties éparses. L'équilibre est furtif, il n'est pas la norme, mais l'exception. La seconde partie du chapitre nous propose une genèse de l'univers. Du vide quantique originel jailliront les particules élémentaires qui engendreront les briques primordiales, la matière inerte et vivante, l'humanité puis la conscience de soi. Cette évolution chaotique se déroule dans un enchaînement stochastique de ruptures successives des symétries primordiales, entraînant des déséquilibres créateurs produisant des structures émergentes de plus en plus complexes pour aboutir à l'Homo sapiens. Dans la recherche d'un équilibre cosmique, Jean-Claude Musard pose un constat. Des générations d'astronomes n'ont cessé d'élaborer des modèles pour rendre compte de la réalité céleste. À son époque, et pour respecter le dogme de la stabilité de l'univers érigé en certitude, Albert Einstein, 1879 à 1955, introduit dans ses calculs la fameuse constante cosmologique lambda. Plus près de nous, les astrophysiciens supposent l'existence de matière noire gravitationnelle, pour maintenir l'équilibre intergalactique ainsi qu'une source d'énergie sombre, pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. Ignorance, comme le symbolise l'image de couverture, que d'élucubrations ne commettons pas en son nom pour se convaincre de la grande idée d'un équilibre cosmique enfermé entre les murs du déterminisme. Notre trop grande crédulité nous poussera-t-elle à admettre que les astres enfin débarrassés de la perfection céleste vont se prêter au nouvel examen du quantique, dont la logique risque de choquer notre bon sens, et notre façon de penser héritée d'Isaac Newton, 1643-1727, et de René Descartes, 1596 à 1650 ? Équilibre, quand tu nous tiens bien, jusqu'à aller te chercher au plus profond des arcanes de la nouvelle théorie quantique. Une question stimulante se pose dès lors. L'intelligence humaine peut-elle cartographier l'harmonie de la nature et de ses équilibres de manière objective, interprétable par tout être pensant ? Vaste question que Christian Cariou pose en rappelant tout d'abord le mythe de Prométhée, et en le rapprochant de l'anthropologie moderne quant à l'importance de l'équilibre de la nature sur le développement du vivant. En effet, si l'homme appartient bien à cet arbre du vivant, paradigme perdu d'un homme prédestiné selon l'expression d'Edgar Morin, la nature humaine atteint un niveau de complexité qui la distingue des autres espèces. Force est de constater que notre écosystème est une somme d'équilibres évolutifs, confrontés et associés, dont la conscience et la connaissance nourrissent la curiosité et l'ambition d'Homo sapiens dans sa quête d'idées et de pouvoir. Le langage, clé de l'hominisation, est augmenté d'un langage universel, celui des mathématiques. Ce véritable don de Prométhée est un reflet de l'intelligence, de l'imagination et de la logique. Il permet d'atteindre les sommets de la compréhension des équilibres qui régissent l'univers minéral et ouvre l'ère de la connaissance du vivant. L'histoire de la pensée économique, aujourd'hui quelque peu délaissée dans nos enseignements, est révélatrice des grands courants idéologiques qui traversent nos sociétés, à bien des égards. Elle représente pourtant l'une des clés de décryptage du présent. C'est la raison pour laquelle Jacques Lebraty a abordé le thème de l'équilibre économique au travers de cette histoire. Cette dernière nous apprend que parler d'équilibre, c'est aussi inévitablement parler de déséquilibre. La croissance n'est-elle pas dans la réalité une suite de déséquilibres ? Mais surtout, elle nous incite à nous demander, l'équilibre, pourquoi faire ? Et de façon plus technique, un équilibre est-il un optimum ?
La pensée libérale répondra affirmativement sous condition d'un système de concurrence pure et parfaite. La pensée keynésienne répondra négativement en avançant la notion d'équilibre de sous-emploi. L'approche par l'histoire de la pensée économique nous incite donc à nous demander si notre discipline jadis appelée économie politique mérite son appellation plus récente de science économique. Prenant le terme dans le contexte entrepreneurial, Yves Ignazi se demande si la relation entre équilibre et entreprise ne relève pas de l'oxymore. En effet, l'entreprise comme système vivant évolue au travers de dynamiques, de création, d'adaptation, d'évolution dans un sens recherché et des situations qui remettent de fait en question son équilibre. Ainsi et face à ces adversités, un dirigeant met-il en œuvre des pratiques et des stratégies qui intègrent son intelligence de la contingence de l'environnement. Il développe des modèles et des outils rationalisant le fondement de ses actions. Il valorise la richesse de ses ressources humaines en solidifiant le lien social et en optimisant l'efficience de son organisation. L'ensemble de ces dynamiques s'inscrivant dans un cadre temporel opportuniste et volontaire. La systémique et la thermodynamique aident à donner sens à cette interrogation. Allons-nous de l'équilibre vers des déséquilibres ou bien faut-il au contraire agir depuis les déséquilibres vers l'équilibre souhaité ? Claude Nigoul consacre ces lignes à l'ouverture d'une réflexion accompagnée d'une controverse salutaire. Il pose qu'entre amis et ennemis, public et privé, commandement et obéissance, le politique est dans son essence même, tension et conflit. La politique, elle, a pour rôle de les gérer dans une dialectique de l'équilibre. Équilibre de la terreur ou balance des pouvoirs, poursuivent in fine le même but. Contrôler des tensions et des conflits en les dépassant sans supprimer les pôles contraires qui s'opposent. Une attention particulière est portée au fédéralisme, un système qui fait de l'équilibre entre unité et diversité la règle fondamentale de l'organisation de l'État, de ses structures et de leur fonctionnement. La société internationale elle-même s'en inspire dans sa recherche des instruments de réduction de ces tensions et de résolution de ces conflits. Certains en ont même fait une doctrine globale d'organisation de la société, le fédéralisme global, qui inspirerait non seulement le système politique mais aussi l'ensemble des relations économiques et sociales. Jean-Marie Reynaud part du constat que la notion d'équilibre est absente du vocabulaire juridique, bien que paradoxalement certains pans du droit sont construits sur la notion de déséquilibre. Pourtant dans ce dernier relais disciplinaire, l'auteur va analyser de quelle manière on peut considérer que le droit est recherche d'équilibre. Il a pour objectif de concilier les droits de l'État avec les droits privés, l'exercice du pouvoir de police avec les libertés, la continuité du service public avec le droit de grève. Toutefois, le terme d'équilibre n'est pas à proprement parler un concept juridique. Il est trop imprécis, approximatif, artificiel. Il n'est utilisé qu'en matière contractuelle ou financière, où l'on dispose des données chiffrées. Même dans les hypothèses où le droit de la responsabilité est fondé sur le principe de rupture d'équilibre, le juriste utilise le terme de rupture d'égalité devant les charges publiques. Les décisions doivent être proportionnées et adéquates. Nonobstant, une notion nouvelle est venue bouleverser cette vision classique, la théorie du bilan coût-avantage. Ainsi, dans un arrêt en matière d'expropriation, se livrant à une analyse complète de la situation, pesant les conséquences financières, sociales, économiques et environnementales de pareille opération, le Conseil d'État recherchait-il in fine si les avantages l'emportaient sur les inconvénients. Ainsi passait-on de la confrontation binaire à l'étude globale, laissant une marge discrétionnaire dans l'appréciation. La voie était ouverte à une autre conception du droit. Le législateur allait l'emprunter avec l'étude d'impact, le droit de l'urbanisme et de l'environnement. Le principe d'équilibre était, de la sorte, introduit dans la Constitution et reconnu comme principe général du droit. Il a désormais acquis ses lettres de noblesse. Le 15e chapitre est à l'image du présent ouvrage, collectif, l'image d'un équilibre comme unité dans la diversité, avec une importante variété notionnelle entre concepts, systèmes, structures et modèles. Il tient une place à part par l'expérience qu'il entreprend et se veut être à la fois ouverture, mise en débat et conclusion provisoire. Si nous avons demandé à un géologue de tracer le premier sillon de ce livre sur cette terre d'azur académique, c'est en reconnaissance envers trois des fondateurs de l'AMIC. En effet, René Dard,
ancien doyen de la faculté de sciences de Nice, Jean Auboin, ancien président de l'Académie des sciences, et René Blanchet, ancien recteur de l'Académie de Paris sont géologues. La géologie, avec le relief tourmenté des Alpes-Maritimes et le voisinage lumineux de Mare Nostrum, trouve en ces lieux une inspiration permanente. C'est également avec une pensée envers leurs aspirations interdisciplinaires que cette 15e contribution trouve sa place en clôture de ce livre. Ce dernier sillon s'ouvre en fin d'ouvrage après la floraison de réflexions germées de tant de formation, d'expérience et de culture individuelle. Jean-Pierre Jardel initialise cette écriture commune en illustrant le passage de la dialectique, ici individu-société, à une méthode plus systémique, miroir actif de la transdisciplinarité. Ange Amadei a participé à la structuration et l'ordonnancement de ce foisonnant travail au cours duquel plusieurs voix s'interrogent, s'expriment, supposent, s'opposent, conviennent enfin, en une conclusion nécessaire et voulue, équilibrée. Chapitre 1, le QUILIBRE en marche. Claude Valsadieu. L'équilibre c'est le bas aimant le haut, Victor Hugo. Selon l'étymologie, le substantif équilibre associe deux termes latins. Equidecus égale et libra, la balance, et contient sous-entendu les trois notions d'égalité, de stabilité subster latin, la substance, la matière, par opposition à exter, exister, c'est-à-dire sortir de la substance, et de justice. En sanskrit, le pôle nordique se dit Tula, un mot qui évoque aussi l'idée de balance à cause de la constellation polaire composée de la grande et de la petite ours qui tournent autour du pôle comme des aiguilles d'une montre et qui imitent le fléau d'une balance. Le nom de la ville mythique de Thulé en dérive, comme celui de Tula, ancienne ville aztèque au Mexique dont il reste une esplanade et de géantes statues columnaires. Des noms comme Toul, Toulouse ou Toulon ont probablement hérité de la présence d'un tertre remarquable, d'un tol qu'on retrouve dans Top, anglais, Tel, arabe ou TP Asie antérieure. Autant d'éminences reflétant en petit la calotte qui coiffe le pôle Nord. Certains préfèrent trouver l'origine de Tol dans celle de rivières, les cours d'eau décidant souvent de l'emplacement des villes telles Toulouse, la Garonne, Tolède, le Tage ou Toul, confluence de la Meurthe et de la Moselle. Depuis des temps immémoriaux, la balance est utilisée comme symbole de justice. Personnifiée, cette dernière figure en bonne place parmi les dieux égyptiens Maat et dans l'Olympe grec, Thémis. Sous forme de statue de femme aux yeux bandés, elle apparaît dans les livres de pierre que sont les cathédrales, celles de Reims et de Strasbourg en particulier, bien que certains veulent plutôt voir dans cet aveuglement le symbole d'une synagogue dépassée par l'Église, alors que le bandeau signifie que la justice obéit à des lois cosmiques inviolables et non pas à une justice sociale variable en temps et lieu. Le dictionnaire définit l'équilibre par la seule opposition de forces égales et opposées, qui s'annule de ce fait en provoquant un état de repos inertiel. Une définition limitée au domaine de la matière et même à son aspect mathématique, donc théorique, alors que dans la nature la rencontre de deux forces égales et opposées s'annule peut-être, mais en provoquant des effets secondaires à l'exemple de la mâchoire qui bloque un coup de poing en ajoutant douleur et tuméfaction à l'action-réaction chez les protagonistes. La notion d'équilibre ne saurait être restreinte à ses aspects mathématiques et mécaniques dans le monde réel. On sait maintenant que l'univers n'est pas statique mais dynamique. Qu'il soit en marche, et soumis à des lois fondamentales dont la première est celle d'action-réaction. Or si la réaction était strictement égale à l'action, l'univers serait figé et ce depuis le début. Et notre univers n'aurait jamais existé. La notion d'état d'équilibre ne concerne pas que le domaine de la matière, mais intervient à tous les niveaux de la création, y compris celui de l'animation et de la spiritualité. Il y a même interaction entre ces domaines au point qu'un déséquilibre survenant dans l'un d'entre eux provoque des troubles chez les deux autres. Des problèmes psychiques sont la cause de troubles caractériels et somatiques, par exemple. La DESSE de l'EQUILIBRE. Dieu a fait la campagne et l'homme la ville, proverbe anglais. Le premier devoir du pharaon était de faire respecter la loi de Maat. Dans la mythologie, Mutos, grec secret, en effet, Maat était la déesse de l'ordre, de l'équilibre du monde, de la paix, de l'équité, de la vérité et de la justice. Elle a deux dimensions. Une dimension cosmique quand elle assure l'harmonie et l'équilibre du monde en faisant respecter les lois, et une dimension sociale et juridique en tant que garante de l'ordre établi ici-bas.
Aussi intervenait-elle au moment de la pesée des âmes des défunts, lors du passage du monde des vivants à celui des morts. On la représentait debout ou assise sur les orteils, portant la robe collante des déesses, une plume sur la tête pour dire que rien ne lui échappe, un fin bâton de jade tenu verticalement d'une main, l'ankh, croix de vie de l'autre, pour signifier que la rectitude assure la vitalité. Sinon son antithèse Isfet, symbolisant le chaos, le déséquilibre, le désordre et l'injustice, prenait le dessus. Sa place dans le panthéon égyptien est éminente puisqu'elle est à la fois mère de Ra, son épouse et sa fille. Les Grecs Solon, Platon, Hérodote ont transposé la sagesse requise du pharaon à celui qui gouverne la cité et auquel il faut obéir pour que l'ordre, l'harmonie et la justice règnent entre les trois composantes de cette entité qui réunit les dirigeants, les guerriers et les artisans. Thémis est une titanide, fille d'Ouranos, le ciel, et de Géa, la terre en général. Elle est garante des lois cosmiques. Ses attributs sont la balance brandie à la main droite, et le glaive tenu au côté par la poignée. Elle a les yeux bandés pour faire comprendre que sa justice est inexorable comme les lois cosmiques. Il ne faut pas confondre Thémis et Dicée, une des heures, qui personnifie la justice sociale. Le rôle de cette dernière étant de veiller à ce que des jugements équitables soient portés, dans le respect de la coutume et des lois humaines. Dans l'Olympe, Thémis tient le haut du pavé en tant que deuxième épouse de Zeus après Métis mais avant Héra. Elle aurait fondé Delphes. À la fin de l'âge d'or, sa fille Astrée se serait réfugiée au ciel parmi les constellations, dégoûtée par ce qui se passait désormais sur terre à l'âge d'argent. Elle y figure sous l'aspect de la Vierge tenant une balance. La Grèce antique, Aristote en particulier, ont bien fait la distinction entre le logo, discours objectif rattaché à l'ordre cosmique, et la doxa, opinion purement subjective. Cette civilisation se méfia aussi de l'illimité et de l'indifférencié qui équivalent à la destruction des existants, car l'identité d'une chose est liée aux limites qui lui donnent sa forme. Or la démesure du vouloir de l'homme poussé par son démon intérieur, daimon, grec, l'entraîne à des excès toujours néfastes, hybris. D'où les inscriptions au fronton du temple de Delphes en guise d'avertissement. Epsilon, désignant celui qui est, tout le reste étant mortel. Gnotis Othon, connais-toi toi-même, efforce-toi de connaître qui tu es. Ougenagan, rien de trop, adopte des limites. L'homme en effet, est capable de comprendre l'ordre divin du cosmos, mais aussi de guider ses désirs et sa volonté à la manière d'un conducteur de char qui aurait 2 chevaux tentés en permanence de diverger. À l'issue de la période impériale romaine et des réajustements civilisationnels qui s'ensuivirent jusqu'à l'an 1000, la balance va faire sa réapparition en force au fronton de la plupart des grandes cathédrales du monde franco-germanique dans la scène du jugement dernier. Thème religieux majeur du christianisme en provenance de l'Égypte pharaonique, le jugement dernier revient dans l'Apocalypse, Révélation, Gr. selon saint Jean, domine et encadre l'entrée de ces édifices où est séparé le domaine profane de celui du sacré. Le Christ en majesté domine la scène. Au-dessous, sur la même verticale centrale, Saint Michel, la balance de pesée des âmes à la main, avatar masculin de Maat et Thémis, est chargé de faire le tri entre les bons et les méchants. Les élus sont dirigés vers la droite du Christ, et les damnés prennent la direction de la gueule grande ouverte du Léviathan infernal à sa gauche. Les niveaux intermédiaires de la scène sont occupés par les ressuscités qui surgissent de leur tombeau en brandissant une grande planche. Plus qu'un couvercle de coffre funéraire, ces planches évoquent l'idée de planche du salut nécessaire pour passer du monde chtonien à un autre parmi de monstrueux humanoïdes. Un tel foisonnement de sculptures et les symboles qu'elles véhiculent font de l'extérieur des cathédrales de véritables livres de pierre, qui n'ont d'équivalent qu'en Inde du Sud, dont les parois externes des temples fusiformes exhibent un fourmillement de statues et de messages pétrifiés dont certains évoquent toutefois plus les pratiques du Kama Sutra que les enseignements des sages hindous. Le zodiaque et le séphirote. La nature s'imite. Une graine jetée en bonne terre produit, un principe jeté dans un bon esprit produit aussi, Blaise Pascal pensée. La balance est un signe astrologique, et non pas un signe sidéral ou astronomique. Parmi les 12 signes du zodiaque, il correspond à un type de personnalité humaine alors que zodiakos grec désigne un cercle de petits animaux, zone animale. La balance, logée dans le secteur qui va de 180 degrés à 210 degrés de l'anneau spatial et dans le temps,
limité par les dates du 23 septembre au 22 octobre, symbolise la quête de justice, la recherche de l'équité et de l'harmonie que l'on s'attend à trouver chez les experts en courtoisie et en compromis que sont les diplomates. Car le signe est encadré par celui de la Vierge, symbole d'ordre, d'organisation, de précision, exercée avec la modestie et l'humilité que l'on trouve chez le savant, et celui du Scorpion symbolisant la passion des êtres impulsifs, passionnés et instinctifs, qui font de ceux-ci des indomptables, souvent extrémistes, destructeurs, voire autodestructeurs, dont le prototype est le révolutionnaire. La balance représente bien l'exercice de compromis équilibré entre la raison et l'instinct que requiert la diplomatie. Le zodiaque sidéral, quant à lui, sert depuis longtemps à mesurer la durée du temps qui s'écoule en se basant sur le phénomène de précession des équinoxes dont le déplacement sur l'écliptique, avec retour au point de départ, mesure la grande année de 25 920 ans jalonnée par les 12 constellations zodiacales parcourues en 2160 ans chacune. Au cours du Moyen-Âge, l'herméneutique des kabbalistes inspirée de l'Énéade égyptienne dresse un arbre de vie ou séphirote, dont l'expression géométrique est faite de 3 colonnes verticales, 2 extérieures exprimant la dualité cosmique et constituant les piliers de l'équilibre cosmique entre la force mâle et la forme femelle, et un central sur lequel l'unité se refait, pilier de la conscience. Cette disposition reprend celle de la façade d'entrée du temple égyptien dont la porte était encadrée par 2 obélisques, la porte très haute et étroite laissant entrevoir l'enfilade des esplanades et des portes amenant vers le Saint des Saints. Plus tard, la porte d'entrée du temple de Salomon sera encadrée par 2 colonnes, Boaz symbole masculin et Yaquin féminin. Accent aigu galite, STABILITE, justice. Le déséquilibre qui gagne la nature de nos jours provient de la déforestation massive et de la monoculture, du gigantisme des mégapoles bétonnés et goudronnés, de l'empoisonnement chimique des sols cultivés et des eaux, sans parler de la surpêche industrielle et du grouillement atmosphérique des ondes énergisantes. Dans un univers en marche, tout équilibre est forcément instable, en particulier dans le domaine du vivant. On se souvient des sels que l'on faisait respirer aux femmes qui avaient tendance à s'évanouir à la moindre émotion, car elles avaient du mal à bien respirer à cause du port de corsets trop serrés que la mode leur imposait. En perdant conscience, elles perdaient aussi l'équilibre. Perte de conscience et perte d'équilibre vont de pair. La chute qui s'ensuit est souvent mortelle. Elle provoque l'éclipse plus ou moins définitive de l'esprit. De même qu'une éclipse du Soleil entrave la marche usuelle du pendule de Foucault. Ces exemples montrent le lien gage d'équilibre qui existe entre la matière, le corps animé soma, la matière HYLE accent aigu, et l'esprit, eidos, la forme tributaire de l'esprit THE accent aigu OS. L'influence de l'esprit sur le physiologique est admise par la médecine, laquelle reconnaît l'origine mentale de nombreuses maladies comme l'ulcère d'estomac et du duodénum ou l'infarctus par rétrécissement des artères. Sans dépôt intérieur dit infarcissant d'où le nom d'infarctus, ou encore la kyrielle des affections mentales évoluant en névrose physiologique plus ou moins prononcées comme les stigmates ou les envies, névies. Certains phénomènes liés au mysticisme entrent dans cette catégorie quand on réalise par exemple que les stigmates sanguinolents apparaissent dans la paume des grands mystiques alors que les malheureux crucifiés étaient cloués par les poignets. Les névies ou tumeurs érectiles apparaissent quant à elles sur la peau de certains nouveau-nés, lorsque la mère a eu à un certain moment de la grossesse une envie irrésistible de quelque chose qu'elle n'a pu satisfaire. De telles marques n'ont aucun caractère héréditaire. C'est ainsi que se dessinent plus ou moins en relief sur la peau des taches à allure de peau de pêche, de granulés de fraises ou de framboises, de plaques couleur de chocolat ou de vin. L'opposition est NECESSAIRE, à l'EQUILIBRE. La fleur de lotus, le lys blanc et l'arôme parfumé, ne naissent-ils pas dans la boue? On sait depuis Abélard que la disputatio est nécessaire à la traque de la vérité, le philosophe reprenant à son compte la méthode de l'hypothèse chère à Platon. Car dans tous les domaines de la manifestation, l'opposition est nécessaire à l'obtention d'un équilibre. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l'affrontement entre les États-Unis et l'Empire soviétique exprimé sous forme de guerre froide et de course à l'armement atomique, permit un équilibre de la terreur qui restreignit les conflits à une échelle locale. Du moins jusqu'à ce qu'un des protagonistes s'effondre,
l'URSS en l'occurrence entre 1989 et 1992, laissant l'autre faire la pluie et le beau temps jusqu'à nouvel ordre. Sur le plan humain individuel, il est nécessaire que le cœur équilibre la raison. C'est pourquoi les anciens Égyptiens parlaient d'intelligence du cœur. L'opposition est la manifestation de la dualité cosmique. Elle a pour effet de permettre la stabilité et l'égalité dans la justice. Chez les humains, ce besoin d'égalité n'est justifié que pour ce qui est des droits civiques et des chances d'élévation, car dans la nature, l'égalité ne se manifeste guère qu'au niveau de l'espèce. Pas au niveau individuel. De toutes les manières, l'équilibre stable étant compatible avec la dynamique universelle est toujours éphémère. La bipédie par exemple, procède d'une suite de déséquilibres et d'équilibres instables qui permet d'avancer. Pour que la stabilité d'un corps soit pérenne, il lui faut 3 points d'appui, 3 pieds. La Pythie de Delphes vaticinait assise sur un trépied, et le chaudron celto-gaulois reposait sur 3 pieds. Si les animaux ont 4 pattes, c'est pour respecter la symétrie imposée par la dualité cosmique. Ce faisant, ils sont collés à la Terre sans pouvoir d'élévation. L'histoire des civilisations nous apprend que celles-ci atteignent leur apogée quand la religion, la philosophie et la science supportent harmonieusement le pouvoir. La première assure le lien avec les puissances invisibles par le cordon ombilical de l'inconscient et par la méditation métaphysique, la deuxième par la recherche de l'équilibre entre le cœur et la raison, et la troisième en s'efforçant de donner accès au bien-être et à la connaissance. C'est alors que la justice sociale peut s'harmoniser avec la justice cosmique. Le QUILIBR, ENGEOLOGIE. L'équilibre de l'univers en mouvement repose sur des lois représentées par des nombres, des équations et des formules, mais ces nombres évoquent davantage des forces et des énergies en présence que des quantités de substances mesurables. Comme la médecine, la géologie est un art qui utilise des méthodes scientifiques. Physique et chimie dans le domaine inanimé, paléontologie dans celui de l'animation. La stabilité du moment présent n'est qu'illusion, et en remontant la bobine du temps jusqu'aux origines de la Terre, on verrait une suite de lents changements entrecoupés de bouleversements prenant parfois l'allure de catastrophes dont les tremblements de terre, les tsunamis, les cyclones et les éruptions volcaniques donnent une bien faible idée. Pourtant, jusqu'au XVIIIe siècle, l'emprise biblique sur les esprits s'efforçait d'arrêter le temps au bénéfice de la durée, dans le cadre d'un fixisme et du créationnisme. C'est alors que des savants et des philosophes se mirent à l'étude de la nature, avec pour résultat le développement des sciences naturelles ayant pour noble tâche d'évoquer l'histoire de la Terre et des créatures qu'elle a portées. Depuis, les mystères de l'évolution se révèlent peu à peu confirmant que notre bonne vieille Terre est en marche, comme le reste de l'univers. Le combat des idées entre les dévots du fixisme et les tenants de l'évolution a duré un bon siècle, et le chemin emprunté par les géologues a été jonché de théories abandonnées en route comme celle de l'isostasie selon laquelle l'équilibre crustal nécessitait un enracinement compensatoire sous les montagnes. Dans le domaine du vivant, on constate une grande stabilité des espèces adaptées au milieu marin côtier à l'exemple des limules, hydres ou méduses d'il y a quelques 500 millions d'années qui sont identiques à celles existant de nos jours, alors que les espèces terrestres depuis le Carbonifère, 300 millions d'années, évoluent rapidement que ce soit les dinosaures, les oiseaux ou surtout les mammifères. Au point que parmi eux, certains nostalgiques s'en sont retournés à l'élément liquide comme les cétacés, les pingouins ou des tortues. La stabilité des espèces n'est pas dans la forme, mais dans la structure adaptée à une fonction naturelle. Cependant, la forme persiste à travers les âges dans la mesure où l'espèce en question reste en équilibre avec son milieu de vie. Chez les hommes aussi, les tribus de l'Amazone ont traversé les siècles en conservant un mode de vie adapté à un environnement équatorial qui ne change guère avec le temps, sauf si des événements extérieurs en viennent à perturber cette belle ordonnance. La géologie naquit chez les naturalistes du XVIIIe siècle en France, Georges Leclerc de Buffon, Georges Cuvier, Étienne Geoffroy de Saint-Hilaire, Jean-Baptiste de Lamarck, en Angleterre, Jameson, Erasmus Darwin, William Buckland, et dans les Alpes occidentales franco-suisses et autrichiennes, Déodat de Dolomieu, 1750 à 1801, Honoré Bénédicte de Saussure, Louis Agassiz, Édouard Suez, 1831 à 1914, et Pierre Termier, 1859 à 1930, étant les plus connus.
Mais c'est à Sir Charles Lyell, 1797 à 1875, profitant de l'éclipse des savants français pendant les 26 ans de la période révolutionnaire et impériale, que l'on doit les fondements de la géologie édictés dans son livre, Principes de géologie. Or, ayant survécu dans sa prime jeunesse à un accident de voiture à cheval, Lyell garda une sainte horreur des catastrophes. Écossais, ses observations géologiques portent sur de vieux terrains primaires usés et rabotés par le temps du nord-ouest de l'archipel britannique, dont il retira la double impression suivante. D'abord de la continuité et de l'extrême lenteur des phénomènes géologiques, à l'image de ce que l'on constate au temps présent. Ensuite que les causes des événements géologiques du passé sont les mêmes que celles qui agissent encore aujourd'hui. Des constats résumés dans son principe d'uniformité ou d'uniformitarisme. Il se heurta bien sûr, au vu des géologues suisses, grenoblois et autrichiens qui, les plissements alpins sous le nez, étaient bien obligés d'admettre l'existence de bouleversements de la croûte terrestre à certaines époques du passé. L'existence de telles modifications croustales, magmato-volcanisme, plissements et fracturations tectoniques, confortait ce que Cuvier 1769 à 1832 avait constaté dans le domaine de la paléontologie. C'est ainsi que le XIXe siècle a été le théâtre d'une lutte à couteau tiré entre les Neptuniens, partisans d'une genèse aquatique des roches, et les Vulcaniens, supportant une genèse magmatique et volcanique par le feu, d'une part, entre les fixistes créationnistes à la remorque de l'Église et les évolutionnistes progressistes, d'autre part. Les uns se rangeant derrière l'étendard de l'uniformitarisme de Lyell, et les autres se retranchant dans le catastrophisme de Cuvier. Le combat des idées a ensuite été alimenté par les découvertes de l'homme fossile et de l'âge des cavernes, Boucher de Perthes, Édouard de Lartet, l'abbé Breuil, et les observations et études de Lamarck, transformisme, Charles Darwin et Alfred Wallace, évolution intra-espèce, et de De Vries, mutation, que leurs successeurs étendirent à une évolution extra-espèce. Comme la Belle au bois dormant, la géologie s'est assoupie pendant la première moitié du XXe siècle malgré le bruit des canons, sauf un court instant de 1926 à 1930, date de la mort accidentelle d'Alfred Wegener, père de la dérive des continents, une théorie qui mettait à mal l'impression d'équilibre et de stabilité ressentie au niveau du plancher des vaches. Les besoins croissants de sécurité pour la navigation des sous-marins atomiques dans les années 1960 nécessitèrent le lever de la carte des fonds océaniques que la publication de la carte du fond des océans synthétisa en 1969. Ces travaux mirent en évidence des dorsales océaniques d'une longueur cumulée de 70 000 km. On parle de rifts sous-marins, d'immenses réseaux de fracturation, de lave et d'appareils volcaniques immergés. Ces informations permirent de conforter l'hypothèse de la dérive des continents de Wegener et de formuler la théorie de la tectonique des plaques, encore appelée tectonique globale à cause de ses effets affectant la Terre entière. Une théorie qui explique tout, en géologie d'après ses adeptes. Selon cette théorie, l'équilibre géologique de la croûte terrestre est bien en marche, même si la lenteur du phénomène le rend imperceptible aux êtres vivants. Sauf quand des événements inattendus tels que le volcanisme explosif dévastateur, le tsunami ou le tremblement de terre violent, rappellent que l'équilibre et la stabilité sur Terre ne sont que passagers et dépendent du bon vouloir de Maat alias Thémis. Chapitre 2, Posture, EQUILIBRE et QUALITE de vie. François Demare. Fruit de cette lente évolution de l'humanité qui l'a conduit à cette position érigée d'où il peut dominer la nature, l'homme debout ne peut acquérir ou maintenir celle-ci que par la mise en jeu de mécanismes complexes. Ce sont eux qui vont lui permettre, à cause et en dépit surtout de la force gravitationnelle terrestre, de parvenir à ce qu'il est convenu d'appeler le maintien de l'équilibre postural et de là, initier et assurer sa locomotion et ses déplacements. Posture et marche, ces deux fonctions qui nécessitent une régulation fine et permanente de leur équilibre ne sont-elles pas, comme l'illustre si bien l'harmonie du chef-d'œuvre d'Alberto Giacometti, L'homme qui marche, l'essence même de notre condition d'être humain? L'evolution vers la verticale. Au temps où les forêts recouvraient la plus grande partie de notre planète, la branche des mammifères qui va évoluer jusqu'à nous, à savoir la famille des grands singes, sont tous quadrupèdes. Ils vont se diversifier et apprendre à se tenir et à se mouvoir le corps redressé,
ce qui présente également l'avantage déterminant de libérer les mains qui vont gagner en dextérité permettant de réaliser des tâches de plus en plus complexes. Période et lieu de cette lente transformation sont encore très discutés. Si le berceau de l'évolution humaine vers la position érigée est pour la grande majorité des paléontologues situé en Afrique, la découverte récente, en Bavière, de fossiles évoquant des traces de bipédie pourrait pourtant faire remonter le point de départ en Europe, il y a plus de 11 millions d'années. On pense que Toumaï au Tchad, il y a 7 millions d'années, était probablement déjà debout. Le caractère établi de ce redressement se voit attesté, entre 4 et 3 millions d'années, par les ossements de Littlefoot en Afrique du Sud et de Lucie en Éthiopie, deux femmes australopithèques qui marchent debout mais qui restent toujours arboricoles, ce qui, dans un milieu comme la savane, permet à la fois de repérer des proies au loin mais aussi de dormir la nuit à l'abri des prédateurs. Viennent ensuite, pour ultime confirmation, les fossiles des gorges d'Olduvai autour de 2,5 millions d'années qui nous amènent alors aux premiers humains. Chez ces derniers, parallèlement et très progressivement, l'encéphale va devenir beaucoup plus gros, passant de 600 cm3 à 1200 cm3, dépassant le kilogramme, soit 2 à 3% du poids corporel total, cela notamment grâce au développement du cervelet et à la croissance continue des réseaux neuronaux. Le crâne osseux, de ce fait, augmente aussi son volume avec une élévation de la voûte crânienne et un redressement du front. Pour s'articuler avec la colonne vertébrale, se forme un canal osseux où passe ce prolongement du cerveau qu'est la moelle épinière. Certaines de ces modifications anatomiques du squelette de ces primates qui marchaient à quatre pattes et avaient une tête relativement petite, sont spécifiquement liées à la bipédie, comme notamment des bras plus courts articulés sur des épaules larges, une colonne vertébrale, initialement en forme en C ouvert vers le bas chez la majorité des mammifères, qui devient proche d'un S, verticalement aligné entre le crâne de plus en plus volumineux et un bassin refermé. Cette croissance crânienne et ce pelvis rétréci, avec des hanches plus étroites liées à la position debout, ce qui resserre le canal utérin, conditionne certaines difficultés d'accouchement. Si l'on ajoute enfin un pied robuste et à double courbure, c'est l'anatomie d'un marcheur et d'un coureur d'une endurance exceptionnelle qui lentement se développe. Avec Sapiens, les hommes dits modernes ou préhistoriques sont, durant les 300 000 dernières années, à la fois véloces et puissants, très probablement capables, comme l'attestent des reconstitutions de course à partir de traces fossiles, de courir plus vite qu'un Usain Bolt aujourd'hui. Si ce mammifère devenu bipède peut effectivement perdre de la stabilité ainsi que de la vitesse dans le mouvement, privilège que lui conférait la quadrupédie, il va gagner, par l'alignement sagittal de la colonne vertébrale qui suit au plus près possible la ligne verticale passant par le centre de gravité du corps, un avantage capital pour sa survie, maintenir sa tête bien droite, un regard à l'horizon et la possibilité ainsi d'embrasser le plus large champ visuel possible. La bipédie provoque une verticalisation de l'articulation entre la colonne vertébrale, au niveau de l'atlas, et la base du crâne, l'occipitale, elle-même à l'origine d'un phénomène primordial dans ses conséquences. Au niveau du cou, se produit une migration anatomique vers le bas d'environ 7 à 8 cm du larynx. Du fait de l'angulation par rapport à la bouche, ce mouvement va créer, au-dessus du sphincter glottique maintenant dans un plan horizontal, parallèle au sol, des espaces résonnants au niveau des cavités oropharyngées. À leur niveau peut alors se produire une modulation des sons produits par l'affrontement des cordes vocales sous-jacentes. Voilà comment apparaît la voix humaine, il y a quelque 3 à 2 millions d'années. Quand ne plus être quadrupède oblige à une conscience du corps dans l'espace, cette fonction vocale entraîne l'élaboration de la pensée, espace du verbe et creuset de l'imaginaire. La stature, les pas, la voix et donc maintenant le langage dans cette longue évolution qui accompagne la bipédie se trouvent ainsi de plus en plus liés. Ils sont la base même de notre condition humaine. CARACTERISTIQUES, de la posture ERIGEE. Commençons par rappeler quelques aspects physiques, anatomiques et neurophysiologiques traitant de la seule posture érigée. Les lois de la mécanique, la branche de la physique qui précisément étudie le mouvement et les forces qui l'initient, indiquent que l'équilibre d'un corps solide rigide est caractérisé par le fait que le moment résultant des forces appliquées, calculées au centre de gravité, est nul. La première loi de Newton stipule en effet, principe fondamental de la statique,
qu'un corps est en équilibre si l'effet des efforts extérieurs qui s'exercent sur lui est nul. Le corps humain debout, lui, est un ensemble d'os, d'articulations et de muscles qui peut être assimilé à un système de tiges articulées, c'est-à-dire non un solide rigide mais un système déformable de solides. Il est constamment soumis à l'action de la pesanteur, seul facteur dont la direction n'a pas varié depuis des millions d'années. La posture peut se définir comme étant l'agencement des segments corporels les uns par rapport aux autres, et cela, à un moment donné, par rapport à la verticale. Quelques définitions sont utiles à rappeler. Le centre de gravité, CG, c'est le point d'application de la résultante des forces de gravité. Il est situé assez haut, en avant du corps de la troisième vertèbre lombaire à environ 55% de la hauteur du sujet. Il possède une projection sur le sol, assimilée au centre des pressions exercées par les pieds. Le centre de masse, CM, c'est le point théorique où la masse de ce corps est uniformément répartie. La base de sustentation, c'est le polygone obtenu en joignant les points d'appui les plus éloignés, à savoir chez l'homme debout, la surface de chaque pied et la zone entre les deux pieds affectant au total la forme d'un trapèze isocèle. Pour le maintien de la posture debout, et sous le seul effet de facteurs mécaniques, les conditions d'équilibre seront obtenues lorsque tous les centres de gravité segmentaires et les axes de rotation de ces segments corporels sont situés sur la ligne dite de gravité et que cette ligne de gravité se projette à l'intérieur du polygone de sustentation. Chez l'homme, cette ligne de gravité passe entre les points bilatéraux suivants, l'apophyse mastoïde, l'articulation de la hanche et un point légèrement en avant de l'articulation de la cheville. Cette posture humaine bipodale est cependant de nature instable, et ne peut être considérée comme un système parfaitement en équilibre. En station debout, l'être humain oscille en effet continuellement même lorsqu'il essaie de rester le plus immobile possible. Il est constitué en effet de tissus vivants qui vont exercer des forces internes. Le cœur bat, il y a recul du cœur à chaque éjection ventriculaire, les poumons se remplissent. L'inspiration du fait de l'abaissement du diaphragme et l'ampliation de la cage thoracique entraîne un mouvement vers l'arrière du tronc, les muscles se contractent et se décontractent. Ces forces sont d'ailleurs d'autant plus déstabilisatrices que l'on considère la haute verticalité du corps, du vertex au pied, et la relative, petite taille du support que ces derniers apportent au niveau de la base de sustentation. Ces oscillations posturales sont plus importantes dans le sens antéro-postérieur et varient considérablement chez le sujet normal en fonction de divers facteurs tels que la durée de la posture, la réduction de la surface de sustentation, position pieds joints dite de Romberg ou avec les yeux fermés. 3 stratégies compensatoires sont possibles pour lutter contre ces oscillations. La stratégie de la cheville, autour de l'articulation tibio-tarsienne, celle des hanches sous forme de flexion-extension et celle du pas rapide, tel que celui que l'on fait lorsqu'on trébuche durant la marche, qui permet de réaligner très rapidement la projection du centre de gravité dans le polygone de sustentation. Des forces, soit extérieures comme le vent, soit internes et volontaires comme le sont tous les gestes intentionnels engageant des segments corporels, prendre un objet sur une table, ou même de simples gestes réflexes, vont venir s'ajouter à cette déstabilisation. Si nous assimilons le corps à un pendule inversé, nous constatons qu'il est sans arrêt déséquilibré, et ce dans toutes les directions, ce qui crée des couples de rotation qui, si rien ne s'y opposait, entraîneraient inéluctablement une chute du corps au sol. Chacun de ces facteurs déstabilisants entraîne un déplacement du poids du corps, une force passive qui s'applique au niveau du centre de masse, CM, contrôlée en permanence par un déplacement du centre de pression, CP, légèrement supérieur et dans la même direction. Prenons l'exemple d'un mouvement de la tête vers l'avant, le vecteur poids se porte vers l'avant. L'alignement est cassé et pour ne pas tomber, l'individu doit déplacer son CP vers l'avant en mettant plus de pression à l'avant des pieds. De ce fait, il fait avancer le vecteur force de réaction du support, ce qui permet de retrouver une position d'équilibre entre les deux forces. Grâce à ce contrôle postural permanent particulièrement efficace, les êtres humains tiennent debout sans problème. Une posture stable. Dans la posture de référence dite orthostatique, c'est la position du repos militaire. Il existe 2 catégories de référentiels, l'un égocentré, le schéma corporel, et l'autre exocentré, lequel repose sur la verticale de la force gravitationnelle.
L'équilibre est la fonction qui permet de maintenir une posture stable en dépit de toutes les circonstances qui tendent à la perturber, et cette activité posturale se traduit par l'immobilisation des pièces du squelette dans des positions déterminées, solidaires les unes des autres, qui composent au corps une attitude d'ensemble. Cette attitude exprime la manière dont l'organisme affronte les stimulations du monde extérieur, permanentes ou stables comme la pesanteur mais aussi imprévues, répulsives, menaçantes, et se prépare à y réagir. Ce maintien de la posture nécessite une activité musculaire de base, appelée tonus musculaire, qui va lutter contre la force de gravité qui tend, en permanence, à nous plaquer au sol. En position debout, les hommes sont les êtres vivants exposés le plus à ce vecteur puisqu'ils s'exercent dans le grand axe du corps. Ce rôle revient à certains muscles striés squelettiques qui sont des muscles extenseurs et que l'on qualifie d'ailleurs d'antigravitaires. Par leur activité tonique, résultante de l'excitation permanente de chacune de leurs unités motrices. L'unité motrice représente l'ensemble de fibres striées squelettiques innervées par le même motoneurone. Ces muscles contribuent au maintien d'une posture choisie ainsi qu'à la consolidation de la position des différents segments articulaires. Une perturbation de l'appui ou des poussées appliquées sur diverses parties du corps, susceptibles de causer une rupture d'équilibre, vont entraîner ainsi des réponses musculaires de compensation qui ne se réduisent pas à un simple enchaînement d'activités réflexes mais dépendent d'une commande centrale parfaitement hiérarchisée. Une telle organisation posturale relève de deux conceptions générales. La plus ancienne, le modèle génétique, est fondée au début du siècle dernier sur les travaux de Charles Scott Sherrington, un physiologiste anglais, prix Nobel 1932, qui décrit les premières bases neurophysiologiques explicatives de cette régulation posturale et des mécanismes de maintien de l'équilibre, lesquels stipulent que la posture debout de référence est génétiquement prédéterminée. Cette posture fondamentale relève du tonus musculaire ainsi que de l'action d'une chaîne de réflexes prenant naissance dans divers segments corporels comme la tête, le cou et les membres. La seconde, dite du modèle hiérarchique ou théorie de Bernstein, plus récente, paraît mieux en adéquation avec des résultats expérimentaux obtenus depuis chez l'animal mais également chez l'homme. Pour ce dernier, la commande de la posture et de l'équilibre fonctionnerait à deux niveaux. Le premier processus, supposé être le processus de référence, est encore appelé schéma corporel. Il est inconscient et fait appel à des circuits nerveux PRE accent aigu CA accent circonflexe BLE accent aigu S spinaux et ou sous-corticaux, impliquant des boucles de régulation sur la base d'une représentation interne de l'orientation du corps dans l'espace. Ce système de référence, très stable, serait fondé sur des facteurs génétiques et sur la mémoire de l'expérience. Le second processus dit opératoire serait responsable des synergies motrices nécessaires pour le maintien d'une posture donnée dans le champ gravitaire. Dans le système neurocentral, SNC, l'origine de ces synergies se trouverait au niveau bulbo-spinal, dans le néocervelet, les ganglions de la base, voire même dans le cortex frontal. On peut considérer que, chez un individu jeune et dans des situations de la vie courante, le maintien de la posture debout est une tâche relativement simple, quasi automatique, qui ne requiert qu'une faible charge attentionnelle, compatible avec des tâches associées de nature cognitive telles que de discuter ou d'écouter de la musique. Devant des tâches posturales plus difficiles, comme marcher sur un terrain accidenté, une plus grande contribution des structures corticales impliquées à la fois dans l'attention motrice et dans la représentation interne du corps est exigée et pour l'exécution de ces mêmes tâches cognitives simples, il y aura un véritable partage des ressources attentionnelles afin que le sujet soit à même de réaliser simultanément et correctement les deux tâches posturales et cognitives. Chez cet adulte en bonne santé pourra aussi être constatée une détérioration de la performance posturale dans un paradigme dit de double tâche, en lien avec, dans le même temps, la réalisation d'une tâche posturale, statique ou dynamique, difficile et une tâche cognitive complexe, calcul mental, mémorisation de mots. Nous y reviendrons lorsque nous évoquerons le vieillissement. Fruit d'une programmation motrice centrale, la stratégie posturale repose donc sur l'activité tonique musculaire et ses schémas neuromusculaires préférentiels qui sont destinés à toutes les adaptations, à chaque moment nécessaire pour corriger ou stabiliser la position du centre de gravité. Ces oscillations de correction permanente, à visée de réajustement postural, réalisent une compensation dynamique parfaitement visualisée en clinique humaine lors d'une exploration simple,
la posturographie qui permet une approche diagnostique performante. On utilise, pour cela, des plateformes de stabilométrie, fixes ou animées elles-mêmes d'oscillation ou de mouvement, dans lesquelles des capteurs de pression, jauges de contrainte, sont placés aux quatre coins d'un plateau horizontal. Sur le sujet debout, ils vont recueillir les variations de pression perpendiculaires à ce plateau, l'ordinateur calculant le déplacement du centre de pression des pieds sur la plateforme. Les tapis électroniques, formés sur 4 à 5 mètres de milliers de capteurs de pression activés par la pose du pied, permettent, eux, la mesure spatiale et temporelle, vitesse et cadence notamment de la marche. Abordons maintenant chacune des sources sensorielles qui adressent, à partir de leurs récepteurs spécialisés et en permanence, des messages au SNC. Elles sont au nombre de 3, la proprioception, la vision et l'appareil vestibulaire. Rôle de la proprioception. La proprioception est définie comme le sens des positions et du mouvement. Son rôle de sensibilité somatique, pourtant majeur dans la posture, a longtemps été sous-estimé car à la fois difficilement quantifiable et mesurable. Elle dépend de l'activité de récepteurs somesthésiques plus ou moins profondément situés dans l'épiderme et le derme, et dont la densité varie en fonction du territoire considéré. Ce sont des pressorécepteurs, surtout des mécanorécepteurs, qui font naître des sensations de contact avec les objets de l'environnement extérieur. Les récepteurs de la plante du pied, récepteurs de Pacini, donnent des renseignements sur la position du corps par rapport au support, et donc par rapport au champ de la pesanteur, faisant ainsi de la sole plantaire une zone capitale pour la régulation posturale, tant pour déceler les oscillations du corps que durant la marche, percevoir les irrégularités du sol. Mais il n'y a pas que ces récepteurs cutanés. Il en existe aussi dans les muscles sous forme de propriorécepteurs myoarticulaires. Ce sont soit des fuseaux neuromusculaires sensibles à l'allongement des muscles, soit les organes tendineux de Golgi sensibles, eux, à la traction exercée sur le tendon par le muscle, qu'il soit contracté ou étiré. Enfin, il y a des récepteurs articulaires situés au niveau des capsules ou des ligaments. Une des principales sources de perception de la position du corps et de ses mouvements est donc cette chaîne proprioceptive qui est utilisée par le cerveau humain pour préciser les coordonnées spatiales des objets par rapport au corps et de ce fait, corréler de façon permanente l'organisation de l'espace intracorporel par rapport à l'espace environnemental extracorporel. Au niveau du rachis cervical, ces récepteurs ont un rôle majeur dans la régulation de la motilité conjuguée yeux-tête-cou, et notamment celle de la stabilisation spatiale de la tête. La tête stabilisée associée à la direction de l'axe optique dans l'espace fourni par le regard constitue le référentiel inertiel qui va permettre au cerveau de contrôler l'ensemble de la posture. L'exploration proprioceptive est souvent complexe, mais il est cependant possible de produire des réponses de ce système à l'aide de stimulation par des vibrations basse fréquence qui s'avèrent potentiellement très diminuées chez le sujet âgé. Cela est lié à l'atteinte de ses capteurs sensoriels périphériques, mais également à une réduction de la vitesse de conduction nerveuse et une diminution de la force musculaire. Rôle de la vision. La vision est également essentielle. Deux yeux, droit et gauche, mobiles dans les orbites selon des mouvements coordonnés parfaitement conjugués, vont, grâce aux photorécepteurs de la rétine, cône et bâtonnet, capter les informations visuelles qui passeront ensuite par les voies optiques pour atteindre le cortex occipital où elles sont décodées. Elles vont permettre l'orientation dans l'espace, pour l'essentiel en donnant des repères visuels de verticalité. C'est ce flux visuel, ce déplacement de la scène visuelle sur la rétine, qui permet la perception du mouvement de l'homme dans l'espace tridimensionnel. La vision peut être appréhendée selon deux aspects. La vision focale, elle répond à la question quoi, oriente l'objet perçu par rapport à l'individu, et la vision ambiante, qui répond à la question où, elle, l'individu par rapport à son environnement. Les deux types peuvent être utilisés conjointement et ainsi, on peut lire vision focale tout en marchant, vision ambiante. Nous pouvons percevoir notre position corporelle dans l'espace grâce à une référence essentielle. Elle s'appelle la verticale subjective et elle est l'aptitude à s'orienter dans un environnement spatial selon le vecteur de la pesanteur. Elle est fournie pour l'essentiel par la partie périphérique du champ visuel. Plus ce champ est large, meilleure sera la contribution de l'apport visuel au sens de la verticalité. Ainsi nous déplaçons notre regard dans l'environnement,
Les images se déplacent sur la rétine mais l'environnement reste stable. Lorsque nous inclinons la tête, les objets paraissent aussi garder leur orientation verticale. Les muscles autour du globe oculaire contiennent aussi des récepteurs dont les fibres afférentes vont s'ajouter à l'ensemble de la chaîne proprioceptive musculaire qui s'étend de l'œil vers les pieds, en vue d'informer le cortex sur cet élément majeur qu'est la direction du regard. À titre d'exemple, toute rotation de la tête induit un mouvement compensatoire des yeux par l'existence d'un réflexe vestibulo-oculaire, et tout mouvement de l'œil implique aussi une contraction compensatoire des muscles de la région dorsale du cou. Retenons cependant que le référentiel majeur utilisé par le cerveau est plus que la seule vision, la direction du regard. Lorsqu'on tourne autour d'une table, ce ne sont pas les pieds puis le corps qui tournent en premier, mais c'est le regard qui va orienter la tête dans la direction voulue avant de guider le corps. La trajectoire locomotrice est toujours anticipée par la direction de la tête. On sait enfin que la diminution de l'acuité visuelle entraîne une augmentation de l'instabilité posturale, surtout d'avant en arrière. La correction du défaut optique, lunettes mal ajustées ou à foyer multiple, voire une rééducation orthoptique peuvent apporter une nette amélioration des troubles associés de l'équilibre. La distance entre l'œil et la cible est déterminante et les oscillations du corps peuvent être réduites lorsqu'on fixe un objet proche. Mais elles vont augmenter avec l'éloignement, ce rôle de la vision dans la stabilisation posturale devenant pratiquement nul au-delà de 5 mètres. Rôle de l'oreille interne. Troisième organe sensoriel, mais pas le moindre, le vestibule. Il est situé dans l'organe stato-acoustique de l'oreille interne, le labyrinthe, présent chez tous les vertébrés, constitué de 2 parties. Une partie antérieure ou cochlée dévolue à l'audition et une autre partie postérieure ou vestibule, en charge, lui, précisément de l'équilibration. L'aptitude à s'orienter par rapport au champ de la gravité qui conditionne la survie des organismes pluricellulaires oblige ceux-ci à posséder, tous, des récepteurs spécifiques appelés gravirécepteurs qui vont leur permettre d'évoluer dans l'espace et les contraintes du milieu extérieur. Le principe de base d'un gravirécepteur n'a guère changé dans l'évolution. Il est constitué par une concrétion calcaire qui va jouer le rôle d'une masse inertielle dont le déplacement par rapport au revêtement cilié de cellules sensorielles provoque une stimulation mécanique. Chez les vertébrés, cet exceptionnel organe vestibulaire est le propriocepteur céphalique sensible aux accélérations linéaires et angulaires de la tête dans l'espace. Les cellules ciliées qui constituent cet organe sensoriel appelé labyrinthe membraneux sont des récepteurs très spécialisés capables de détecter des mouvements extrêmement faibles. Ce sont des mécanorécepteurs qui, dès lors d'un déplacement de quelques nanomètres de leur garniture ciliaire, sont à même d'effectuer la transformation du déplacement mécanique initial en un signal électrique, transduction mécanoélectrique générant des potentiels d'action transmises au SNC par les fibres nerveuses afférentes. Celles-ci, au nombre d'environ 18 500 axones, vont constituer le nerf vestibulaire. Ce labyrinthe membraneux, constitué par une quantité identique de cellules sensorielles, est un organe formé, d'une part de l'utricule et du sacule chargés de capter les accélérations linéaires et d'autre part des canaux semi-circulaires qui vont, eux, être en charge des accélérations angulaires. Il apparaît dès le 21e jour de la vie embryonnaire, et l'accroissement de taille sera terminé entre le 5e et le 6e mois de la vie intra-utérine. Il est contenu dans un petit carter ossifié, le vestibule. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.